Bienvenue, merci d'être là. Il fait pas très chaud, mais en même temps, comme ça, on stocke pas de chaleur dès 9h45. Après, on pourra profiter du parc On a une chance fantastique, le kairos, comme disent les Grecs. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui se dit qu'on est en train de faire un truc bien et qui veut qu'on reste dehors et qu'on échange encore pour toute la journée. Donc ça, c'est super. Donc aujourd'hui, merci à tous d'être là pour ce 4e jour des rencontres internationales de la classe dehors. Donc on est samedi, on est toujours au parc du 26e centenaire et c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est la journée où les enfants reviennent au parc avec leur famille. Et à ce titre, on avait envie de débuter ce dernier jour des rencontres professionnelles en abordant un sujet, ma foi, pas si souvent traité, mais plus central, il n'y a pas vraiment, celui de la coéducation et de la parentalité dans le contexte de l'éducation au dehors. Pour aborder cette question de la parentalité et de la coéducation dehors, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Catherine Urtic-Delattre. Donc vous êtes enseignante, vous êtes retraitée aujourd'hui, vous étiez enseignante, directrice d'école, membre de l'ICEM, l'association qui s'occupe aujourd'hui encore de la pédagogie freinée en France. Et vous continuez à former sur ces questions de parentalité, de coéducation aujourd'hui. Donc bienvenue Christine. Catherine, pardon, excusez-moi, c'est le matin. Désolée, il est très très tôt en vrai. Benoît Jarry, donc vous êtes représentant d'une association qui s'intéresse justement à ces questions de coéducation, de parentalité, l'école des parents, nous avez-vous dit, et vous êtes à Issy-les-Moulineaux, en Île-de-France, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous redonner le nom de votre association? Alors, juste Bruno. Bruno, eh bien c'est le matin. Bruno et Catherine. Bruno et Catherine. J'y arrive plus. Voilà. Donc, l'association s'appelle Clavim, cela veut dire culture, loisirs, animation de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Oui. Voilà. Et est-ce que je peux vous demander, avant de commencer, peut-être une petite définition de la coéducation? Alors, après Catherine. Avec plaisir. Dans mon esprit, la question de la coéducation, c'est comment s'entre-éduquer, s'éduquer ensemble, avec la volonté, d'une certaine manière, que chacun, et notamment sur la question de la parentalité, chacun a des ressources pour pouvoir apprendre ensemble et s'enrichir de l'autre. Voilà. Super. Catherine, vous avez... Oui, ma définition sera presque la même. Pour moi, la coéducation, c'est la mutualisation, finalement, de toutes les énergies qui sont autour d'un enfant ou d'un jeune qui grandit avec ses pairs d'une part et qui grandit avec un certain nombre d'adultes qui l'accompagnent, ses parents qui sont les premiers éducateurs et tous les professionnels qui vont finalement être ensemble à certains moments de la vie et puis successivement. Et voilà, donc c'est toute cette question de comment est-ce qu'on mutualise sans prendre l'ascendant les uns sur les autres. Entendu. Donc cette mise en commun, peut-être du soin porté à l'enfant et de son accompagnement tout au long de sa carrière d'enfant. C'est ça. Super, merci pour tout. Pour commencer, vu qu'on est dans le cadre des rencontres de la classe dehors, et vous avez bien souligné que peut-être dans une certaine mesure, classe dehors était un petit peu restrictif. Comment est-ce que le dehors, donc cette question du dehors, de l'accès à la nature, à l'espace public, de mettre les enfants dans des situations éducatives différentes de celles qui sont traditionnellement utilisées en France, on va dire depuis le début du XXe siècle, dans quelle mesure cette question du dehors vient mettre en tension les questions de coéducation, de parentalité que vous traitez? Est-ce que, avant de rentrer plus finement dans le sujet, on peut déjà dresser le cadre global de ce que vient chatouiller le dehors dans vos affaires? Alors effectivement, quand on est avec les enfants dehors, ça mobilise des choses différemment, ça mobilise le corps différemment, ça mobilise la prise de risque, ça mobilise l'imaginaire, le jeu, la liberté, la responsabilité, tout finalement est remobilisé différemment. Et du coup, ça va mettre les adultes à la fois en coopération et en tension, parce que on a tous des conceptions différentes de la liberté, de la responsabilité, du risque. Et quand on est plusieurs adultes avec des enfants dehors, il va se passer des choses pour les enfants et entre les adultes qui vont être souvent merveilleuses et parfois pas si faciles. Merci beaucoup. Bruno, à votre tour, comme vous êtes très au fait des questions qui agitent les sphères de parents d'élèves, est-ce que vous avez remarqué que la question du dehors montait en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui
qui est plus prégnant qu'il y a quelques années, par exemple. Oui, je trouve qu'en tout cas, elle devient extrêmement prégnante, notamment sur la question des aménagements à destiner en direction des enfants, toute l'évolution, par exemple ici même, hein, où la question des villes à hauteur d'enfant, de quelle manière on considère que l'enfant doit avoir un espace beaucoup plus approprié, beaucoup plus offert en quelque sorte, où il va y avoir des éléments d'extériorité et de co-construction. Et dans ce contexte, naturellement, est réaffirmée avec force la question de la place des droits de l'enfant et de quelle manière les enfants peuvent se saisir par des modalités de participation, par des modalités de co-constitution, de construction des environnements dans lesquels ils sont véritablement les acteurs et les auteurs. Alors, très souvent, quand on parle de la participation des enfants, est-ce qu'elle se fait au détriment de la question de la place des parents ? Comment on conçoit ensemble des modes de participation au sein de la famille. Et là, d'une certaine manière, il y a une multitude de modèles éducatifs en tension entre des familles probablement avec des éléments plus conservateurs sur la question de l'autorité et des éléments plus démocratiques avec la question de la place, la participation et du pouvoir des enfants. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote en tant que parent. J'ai 3 enfants. Et lorsqu'on parlait en vacances et qu'on n'avait que 2 enfants, eh bien, d'une certaine manière, on décidait ensemble en vacances et, somme toute, il y avait une égalité. Et le changement s'est produit le jour où la 3e est arrivée, où là, d'une certaine manière, on a reposé la même question, sauf que cette fois-ci, le frère et la sœur ont pris la petite sœur et lui ont levé la main, et donc nous étions d'une certaine manière en minorité. Et bien là, d'une certaine manière, se posait de manière très cristalline la question de l'espace démocratique. Qui décide, comment on décide, notamment sur la question du dehors. Parce que la question du dehors, c'est aussi effectivement la question des vacances. Et se pose dans cette partie-là la question des limites que l'on peut poser ensemble et que l'on peut définir. Donc la question véritablement que vous posez de l'évolution d'une certaine manière de l'éducation du dehors, elle est primordiale, avec naturellement un certain nombre d'éléments dont nous parlerons un peu plus tard sur la question des risques et de la place des parents dans ce qui est autorisé, ce qui est permis, ce qui est mis en œuvre dans ces espaces de dimension éducative à travers la construction d'une cabane, le camping, un jeu en famille. Merci beaucoup. Catherine, est-ce qu'il y a comme ça des expériences que vous aimeriez partager avec nous ce matin ? Oui, alors effectivement, merci Bruno d'avoir donné une expérience de parent. En fait, quand on travaille sur la coéducation, il est très intéressant de commencer par se regarder soi-même en tant que coéducateur, puisqu'on a tous plusieurs casquettes. On est d'abord tous des anciens enfants, ceux les enfants de nos parents et les élèves de nos professeurs. Et puis on devient ensuite éducateur, souvent on devient parent, pas toujours. Bon, on est éducateur aussi, sinon des enfants de nos amis ou de notre famille. Et puis on devient souvent professionnel de l'éducation. Et en fait, on se construit parfois professionnellement en clivant, en disant je vais oublier ce que j'ai vécu comme enfant, je vais oublier ce que j'ai vécu, ce que je vis comme parent pour être un bon professionnel. Et l'idée de la coéducation, c'est un peu l'inverse, c'est de s'autoriser à décloisonner et s'autoriser à se dire je suis un individu et toutes ces expériences m'ont forgé, et pour être coéducateur, j'ai besoin de m'appuyer sur toutes les parties de moi-même en fait. Et donc du coup, moi j'avais aussi envie de vous dire ce qui s'est passé pour moi en tant que parent et même en tant qu'enfant, parce que j'ai été élevée avec les Éclaireurs de France et avec les CMEA. Et finalement, ça m'a vraiment construit. Et c'est là que j'ai appris le rapport à la nature, c'est là que j'ai appris la coopération, c'est là que j'ai appris la responsabilité. Et quand je m'en souviens, je me dis, les animateurs qui s'occupaient de nous, qui nous mettaient finalement en liberté dans la nature, par exemple, dans le scoutisme, il a fallu qu'ils fassent ce travail de coéducation avec nos parents pour avoir la confiance de nos parents. Parce qu'ils nous ont éduqués à la prise de risque et nos parents nous confiaient à ces autres adultes. Donc finalement, c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup marquée quand j'étais enfant. Et quand je suis devenue parent, j'ai aussi pris la décision à chaque vacances d'emmener mes enfants dans des aventures un peu improbables où on partait soit à pied, soit à vélo, et où en général le matin on ne savait pas où on allait dormir le soir. Et en fait, mes enfants me parlent beaucoup, maintenant qu'ils sont devenus adultes, de l'importance de ces expériences, d'apprendre que l'improbable n'est pas forcément contraire de la sécurité, que l'effort physique n'est pas forcément antinomique avec le mot vacances, des tas de choses comme ça qui les ont construits. Et je me dis que voilà, c'est ces expériences-là qui nous forgent et qui nous construisent aussi en tant que professionnels. Ce que vous décrivez évoque la présence, la force de ce qu'on appelle l'éducation populaire, qui est
une force donc, de cet événement, puisque l'un des partenaires principaux, c'est la Ligue de l'enseignement, mais aussi qui irrigue vraiment les pratiques de la fabrique des équipements pédagogiques. Est-ce que, Bruno, en tant que directeur d'une structure d'éducation populaire, vous avez comme ça remarqué, ou plutôt est-ce que vous accompagnez les parents dans les grands principes de ce mouvement, justement, peut-être sur le dehors, mais en général, sur la coéducation ? Oui, alors c'est vrai que sur la question de l'éducation populaire se joue la question de l'émancipation et notamment la capacité de se déplacer, je parlerai de la situation parentale, de ses habitudes, de ses cultures, de ce que nous avons appris, de ce que nous avons d'une certaine manière appris à notre insu. Et dans cette perspective de l'éducation populaire, et notamment la Fédération nationale des écoles de parents d'éducateurs, dont une des écoles est présente, 2 lieux dans le département, l'école des parents des éducateurs des Bouches-du-Rhône et d'Aix, vise d'une certaine manière à accompagner, à soutenir, à favoriser une sécurité douce en direction des préoccupations qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Alors, éducation populaire, aujourd'hui, elle peut s'enrichir à la fois de manière extrêmement forte sur la question des droits humains et à la fois aussi sur la perspective des droits culturels, avec la mise en œuvre de tout ce qui tourne autour d'une vie en famille. La question alimentaire, la question de l'habitat, la question des croyances, la question des modèles de transmission en direction des familles, notamment sur la question des migrations, hein, d'où on vient, comment, d'une certaine manière, on met en œuvre des éléments de passage. Et dans cette éducation du dehors, quelque part, eh bien, il y a tous ces enjeux qui peuvent se mettre en perspective. Par exemple, la place de la culture, elle est essentielle dans les modalités d'éducation du dehors. La place des rythmes alimentaires ou des rites alimentaires. Et puis la place des spiritualités, quelles qu'elles soient, dans une perspective qui est beaucoup plus large que celle que l'on peut imaginer à travers des catégories qui sont quelquefois fixes. C'est-à-dire de quelle manière donner place, pourquoi pas, à l'animisme, aux grandes traditions, je dirais, religieuses, aux grandes traditions républicaines, tout en laissant aussi l'espace à la possibilité de l'athéisme. Pour moi, l'éducation populaire, elle est extrêmement importante. Elle est d'une certaine manière de quelle manière on peut faire vivre des collectifs ensemble dans des logiques partagées. C'est la question des communs, c'est la question des modalités du commun. Le commun, ce n'est pas l'uniformité. Le commun, c'est l'hétérogénéité, mais la capacité de se retrouver sur des valeurs qui sont fondamentales. Et sur la question de l'éducation populaire, si vous me permettez, je vais la détourner sur trois valeurs auxquelles nous sommes très attachés. La question de l'altérité, qui est vraiment l'accueil de l'autre. Et l'autre, c'est le semblable, c'est pas le même. D'une certaine manière, l'accueil de l'autre dans sa singularité, c'est l'hospitalité. Et puis, altérité, hospitalité conjuguent avec la fraternité. Et donc, la question du dehors, c'est comment, d'une certaine manière, nous mettons en œuvre des éléments de fraternité ensemble, respectueux des singularités de chacun et de chacune dans ce qui les constitue en propre. Merci beaucoup. C'est ce qui se passe à l'échelle de la cité dans le sens politique et grec du terme, c'est ne pas oublier l'individualité de chacun, mais au service du collectif et du fait que tout ça fonctionne bien. Il y a un collectif qu'on n'a pas encore trop abordé, celui de la classe. Catherine, est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous faire voilà. Oui, tout à fait. Bien sûr, on a bien insisté au début en se disant que finalement, on est ici dans les rencontres de l'éducation dehors et pas que de la classe dehors, parce qu'on voit bien qu'on est au-delà. Mais pour autant, le lien entre ce qui se passe dans l'école et l'extérieur de l'école est vraiment très important. Donc moi, j'ai été longtemps enseignante en pédagogie Freinet. Et j'ai pratiqué à la fois la classe promenade, un protocole un peu particulier qu'on a présenté ici dans ces rencontres, et la classe dehors, c'est-à-dire emmener les enfants dans un espace et puis les laisser jouer librement, enfin avec tout ce qui s'y passe, etc. Et en même temps, j'avais une pratique de classe énormément ouverte aux parents, avec les parents qui venaient très régulièrement dans ma classe, et on confrontait nos différentes façons de voir. Et par exemple, pour emmener des enfants dehors en classe de petite section, ça demande beaucoup d'adultes. Et le fait de partir dans un lieu, un genre de terrain d'aventure, un terrain vague, on va dire, un lieu où je proposais aux enfants la classe dehors avec des parents, il s'agissait de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va encadrer ce groupe. Et du coup, ça, c'est tout un défi, finalement, d'expliquer aux parents, alors voilà, on va aller dans ce lieu, et puis pendant 45 minutes, les enfants seront libres. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va juste être là. Et ça, c'est pas si facile à accepter pour des parents, de dire ah bon, qu'est-ce que c'est cette façon de surveiller, c'est particulier. Donc nous on donnait comme règle aux enfants, voilà les règles, c'est je prends soin de moi, je prends soin des autres et je prends soin de la nature. Donc avec ces 3 règles, il y avait bien sûr des limites, mais pas des interdits posés.
Et donc, on avait dit aux parents, eh bien, on va se faire confiance entre adultes, on ne va poser aucun interdit, mais bien entendu, chacun de nous peut intervenir si les enfants se mettent en danger. Mais, par exemple, il y a des bâtons par terre, eh bien oui, ils ont le droit de ramasser les bâtons et de jouer avec. Et ça, c'était assez déstabilisant pour les parents. Et en même temps, une très belle expérience parce que à chaque fois, on pouvait en parler. Ah, mais regardez, qu'est-ce qui se passe là? Oui, si vous sentez d'intervenir, intervenez. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple où se joue la coéducation et où en même temps, on s'autorise à se déstabiliser. On s'autorise à dire, oui, je suis l'enseignante garante ici et oui, ici, les enfants vont prendre des risques. Et en même temps, être à l'écoute de la peur éventuellement du parent qui trouve que c'est quand même un peu bizarre ce qu'on est en train de faire. Merci. Je trouve très, très chouette cet exemple que tu donnes parce qu'il pose d'une certaine manière aussi les modalités que l'on peut avoir en termes d'éducation par rapport à la question des parents. La question du risque, la question de est-ce que l'on crée en famille, dehors, des espaces d'autorisation, de permission, des espaces de construction, la question par exemple de comment on construit une cabane. Est-ce que les enfants construisent tout seuls la cabane? Est-ce que les parents construisent avec eux la cabane? Est-ce qu'on fait venir d'autres individus pour construire la cabane? Est-ce qu'on est plusieurs à se mettre sous la cabane? Est-ce qu'on accepte la question des couteaux? Est-ce qu'on laisse, avec cette question du risque? Et donc, d'une certaine manière, tous ces éléments de possibilité de construction tendent la question de la relation des parents et tendent la question de quelle manière on a la capacité d'être en sécurité, tranquille, apaisé par rapport à ce qui va surgir. Et dans ce qui a été évoqué par l'expérience de Catherine, que j'aime beaucoup, c'est que d'une certaine manière, il y a un vide qui est fertile. Il y a d'une certaine manière la capacité de laisser du creux pour qu'une figure, une gestalt, une forme, puisse véritablement surgir. Et cette forme, elle laisse la place à l'inattendu, à l'imprévisible, à l'ouvert. Et de quelle manière, dans les modalités de coéducation, nous ne sommes pas trop souvent, quelquefois, dans des logiques de remplissage. Il faut faire quelque chose. On doit avoir quelques éléments. Eh bien, en famille, de quelle manière on laisse des espaces vides, fertiles, où quelque chose surgit au détour de ce que l'on n'imaginait pas. Une question sur la mort du grand-père, une question sur son attachement à l'animal, une question sur l'air de rien dehors autour d'un pique-nique. On vient questionner pourquoi on s'est séparés. Ou de quelle manière les parents ne sont pas complètement... Comment on peut être parent alors qu'ils sont tous les deux des hommes? Enfin, des questions qui, l'air de rien, surgissent au détour d'un élément qui n'était pas prévisible et où la parole n'est pas convoquée. Ce qui est convoqué par la capacité des parents, c'est l'attitude de l'être là, tranquillement, dans une qualité de présence qui va d'une certaine manière saisir le fil pour venir répondre à des éléments de questions que l'enfant se pose en toute sérénité. Et bien là, les parents se déplacent et ils laissent d'une certaine manière des échos intérieurs, des résonances, des possibilités de partage autour de la question de l'intime. Et partager sur l'intimité, eh bien, d'une certaine manière, va générer des formes de sécurité parce qu'on est loin du clivage, on est loin de l'évitement et de la stratégie, d'une certaine manière, du non-dit. C'est très beau et très engageant. Merci Bruno. Catherine, vous vouliez réagir? Oui, merci beaucoup pour cette manière aussi d'aborder les choses. Je voudrais ajouter que cette notion d'imprévu et d'être ouvert en soi-même à ce qui va surgir, j'ai parlé de la manière dont ça peut déstabiliser les parents, mais ça déstabilise aussi énormément les professionnels. Et c'est vrai que nous, les enseignants, on nous formate à dire il faut que tout soit prévu. Alors, quels sont vos objectifs? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Et quand on va dehors et qu'on explique, par exemple, à des stagiaires qui sont avec nous, eh bien, on n'a rien prévu du tout. On a seulement un environnement qui est stimulant et vous allez voir tout ce qui va se passer, vous allez voir tous les apprentissages. Je vois des formateurs qui opinent, effectivement, c'est très déstabilisant. Et quand on dit, bah oui, alors on va y aller toutes les semaines, et puis toutes les semaines, on ne va rien prévoir. Et en fait, les conseillers pédagogiques nous disent, alors c'est quoi votre progression? En fait, vous allez voir, la progression, elle va se faire toute seule, en fait. Et donc, c'est cette confiance dans le fait que, bien sûr, c'est pas du tout quelque chose du laisser-faire ou du laisser ou du n'importe quoi, pas du tout, mais tout va se construire par ce qui va surgir. Et ça, c'est un déformatage, finalement, pour les professionnels qui est nécessaire. À vous écouter, je suis en train de me dire que, selon ce que dit un biologiste qui s'appelle Olivier Amand ces derniers temps, la coéducation est une pratique robuste.
et qui n'est pas dans la performance absolue, mais, mais voilà. J'aimerais qu'on continue sur cette question des valeurs, du cadre éthique de la coéducation, puisque vous parlez beaucoup des craintes ou du sentiment un peu d'inconfort que ça peut susciter chez les professionnels. L'importance peut-être de formuler ces valeurs pour qu'on puisse continuer à le faire et sécuriser en fait les gens qui s'engagent dans la coéducation. Alors, j'y vais. Oui. Peut-être que la question essentielle sur la question de l'éthique, c'est de quelle manière on met en œuvre la question de être sujet de. C'est-à-dire que la question de la coéducation, c'est pas la question de il y a un sujet et des objets, mais on est tous sujets de quelque chose, et de quelle manière, d'une certaine manière, vient se postuler là la question de la dignité, la question de la sollicitude, la question du prendre soin, la question de quelle manière on prend en compte la diversité des postures, des postulats, des attitudes et des comportements. Et je crois que dans cette perspective de la coéducation et du dehors, c'est de quelle manière on met en œuvre des éléments d'intentionnalité positive, c'est-à-dire d'une certaine manière, ou d'une certaine manière, même s'il vient d'avoir des éléments de passage à l'acte, de transgression, ce qui est essentiel, c'est la question du lien qui est construit au sein de cette famille et au sein des relations professionnelles. Si cette qualité du lien, d'une certaine manière, elle est inconditionnelle, eh bien, elle permettra la possibilité de bouger, la possibilité de se déplacer, la possibilité de faire quelque part autrement que ce que l'habitude que nous avons fait. Donc l'éthique, elle est essentielle, elle est dans la capacité, d'une certaine manière, d'accepter l'autre là où il est, comme il est, sans être dans des stéréotypés de on va le laisser avec tout le background négatif quelquefois que l'on pense de l'autre, mais d'une certaine manière se laisser réétonner et voir de quelle manière dans l'ici et maintenant on peut aller vers un aller vers ensemble. Et Bruno, à vous écouter, vous questionnez beaucoup le lien, bien sûr son importance, ici tout le monde est convaincu de ça. Est-ce que sur la question précise de la coéducation, la rupture de lien qu'on a connue lors de la crise sanitaire a rebattu les cartes? Est-ce qu'au retour des enfants, est-ce que vous avez constaté un nouveau chapitre pour la coéducation après la crise, disons dans les mois qui ont suivi? Alors, sur cette question, pour moi, le Covid a été une bombe à fragmentation lente. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on voit émerger aujourd'hui des problématiques. On ne peut pas faire de lien de cause à effet. Est-ce que Covid égale ceci? Mais en tout cas, il y a aujourd'hui, par exemple, la question dans les écoles maternelles, un certain nombre d'inflations pulsionnelles, d'éléments problématiques. La question du lien parent-enfant, elle a été extrêmement chahutée, bousculée, tubulée par la question du Covid, et notamment dans certains types de milieux. Mais ce n'était pas uniquement une problématique des milieux populaires. C'est-à-dire qu'on a pu voir des éléments où la parentalité, elle avait été complètement scotchée, et où d'une certaine manière, par exemple la question de la violence pendant le temps du Covid, comment gérer les conflits, comment les parents étaient usés par des modalités, les enfants qui pouvaient pleurer, etc. Donc moi je pense que sur cette question-là, il va falloir prendre le temps de travailler finement, subtilement, pour que les personnes qui peuvent avoir vécu tel ou tel élément traumatique puissent le déployer. Parce que le traumatisme, ça n'est pas immédiatement qu'on le ressent. On peut avoir un effet à plus longue durée et ne même pas être au courant que c'est un élément du Covid, parce qu'on ne l'a pas intégré de cette manière-là. Donc il faut accompagner les parents, les écouter, créer des espaces où les choses peuvent se déplacer, ou tout simplement, Catherine le disait dans un autre élément, comment prendre conscience d'eux. Merci. Et c'est très important de continuer à en parler. On voit que le sujet n'est pas forcément abordé fréquemment de nos jours, et c'est très important. Merci beaucoup, Catherine. Oui, alors sur la question des valeurs éthiques, moi il y a quelque chose un concept, on va dire, sur lequel je m'appuie beaucoup, c'est celui d'asymétrie à parité d'estime. C'est un peu un sujet complexe, je vais développer. La parité d'estime, c'est le fait de s'estimer mutuellement. Donc nous sommes deux personnes, nous sommes différents. Asymétrie parce que nous ne sommes pas égaux. Par exemple, il y en a un qui peut être le chef de l'autre. Par exemple, si vous avez un binôme en classe maternelle entre un enseignant et une ATSEM, eh bien, non, ils ne sont pas symétriques, ils n'ont pas la même formation, pas le même salaire, pas les mêmes responsabilités. Et ces deux personnes qui sont en asymétrie vont s'estimer mutuellement, comprendre que chacun a un rôle, une compétence, une expertise, et
aller à la découverte de l'expertise de l'autre, voilà, en cultivant cette parité d'estime dans la symétrie. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est, je pense, très fondateur pour comprendre les relations de coéducation. Et sur le Covid, j'avais envie de raconter une petite anecdote. Donc pendant le Covid, j'étais enseignante en classe de petites et moyennes sections. Et quand on est revenu à l'école, on nous a dit il n'y a pas de la place pour les plus petits parce que priorité aux grandes sections qui vont bientôt aller au CP, qui ont besoin de plus d'écoles. Et on n'a pas pu accueillir les plus jeunes. On n'avait tout simplement pas le droit de les accueillir à l'école. Et puis les enfants, ils avaient envie de revenir à l'école, ils avaient surtout envie de se retrouver. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec les parents de la classe, avec qui j'étais très en lien, on a organisé des rencontres sauvages dans les parcs du quartier. On a dit, bon, l'école est fermée, mais les parcs sont ouverts. Et donc, en dehors des heures scolaires, on s'est donné rendez-vous, les enfants, les parents et les enseignants, pour se revoir. Voilà, et on a même organisé, puisque pendant le Covid, on avait découvert des tas de circuits de balades qu'on ne connaissait pas avant. On a organisé des petites mini-randonnées avec les enfants pour se revoir. Et c'est vraiment des super beaux souvenirs. Donc, un peu les effets parfois positifs collatéraux de cette crise. C'est ça. Et merci de documenter ces souvenirs pour qu'on en garde une trace on a écrit collective. Sur cette petite aventure, je pourrais vous le... avec plaisir, on mettra le lien vers votre étude dans la description de la vidéo. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, par rapport à la question de l'éthique, c'est aussi la question de quelle manière on est ancré dans l'ici maintenant. C'est-à-dire que la question de l'éducation dehors, si elle est véritablement un élément d'étayage dans la vie de la famille, étayage parce que cela va nous permettre d'être confrontés à un environnement qui peut d'une certaine manière nous solidifier, nous réassurer, nous donner des éléments. Dans l'ici maintenant se joue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'éléments. Alors, je suis aussi directeur d'une association dans un milieu très urbain où il y a très peu d'espaces verts. Et de quelle manière on peut effectivement mettre en œuvre ces éléments entre les professionnels, les parents et les enfants. Eh bien, par exemple, nous avons évoqué dans l'inspiration de Café Zoïde les rues des enfants. Les rues des enfants, c'est véritablement une mise en œuvre, de quelle manière les enfants peuvent mettre en œuvre des éléments d'extériorité par rapport à ce qui les anime dans un espace public avec la rencontre et l'accompagnement d'autres parents ou d'autres professionnels comme les professeurs des écoles, le gardien d'immeuble, le médiateur social, l'animateur de quartier, le militant de la fédération de parents d'élèves, le militant de l'association ou de l'amicale. Et donc, dans ces éléments-là, d'une certaine manière, comment on crée ces éléments de transitionnalité, de coopération, du vivre ensemble et de l'être ensemble. Et probablement que la question du dehors, on ne se construit pas tout seul. En réalité, on voit bien que les problématiques pathologiques, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas dépendre de l'autre. Mais à partir du moment où toute la logique de la constitution de l'individu est d'accepter ces liens qui nous animent et pour lesquels on retrouve des éléments de liberté et de sécurité, eh bien on accepte très clairement la question des éléments de frustration. Nous ne sommes pas dans la toute-puissance. Eh bien, le dehors nous permet d'une certaine manière de sortir de cette toute-puissance. Quand vous construisez une cabane, vous ne pouvez pas la construire comme vous la représentez, vous essayez, mais le morceau de bois que vous prenez, il n'est pas complètement comme vous le souhaitez. La manière dont vous l'accrochez, ce n'est pas comme vous l'avez pensé. Et donc, quand nous le mettons en œuvre, eh bien, ces éléments du vivre ensemble, du construire, ça nous permet de nous rendre compte, de nous confronter à la réalité. Et ça, c'est d'une certaine manière la dynamique corporelle qui est en jeu. Le corps reprend possession, il n'y a pas uniquement la question des modalités cognitives, mais d'une certaine manière, le corps et la nature nous résistent. Et comment nous prenons en compte cette résistance qui est d'une certaine manière co-constitutive de notre être. Merci beaucoup. Donc on a comme ça dressé le panorama, le cadre éthique de cette coéducation ensemble. J'ai entendu à plusieurs reprises, vous avez évoqué la notion de sécurité douce, la notion de risque qui est revenue aussi plusieurs fois. On sait qu'en termes de relations entre les éducateurs et les parents, cette question du risque, elle fait partie des points de tension qui restent un peu quoi qu'il arrive. C'est la dernière chose qui gratte. Voilà. Donc en dernier temps de cette table ronde, j'aimerais qu'on aborde un peu ce qui reste difficile avant de donner la parole au public et d'essayer de trouver des solutions peut-être ensemble, ou on va en discuter. Est-ce que Catherine,
de là où vous êtes, vous constatez qu'il y a des choses qu'il faut continuer à accompagner, à discuter, certains thèmes en particulier? Les points de tension, ils sont toujours là. Après, l'idée, c'est de se dire que la tension, elle est constitutive de la relation et qu'on n'est pas là pour l'évincer, mais simplement pour la gérer. Et que donc, quand deux individus dans un espace démocratique peuvent donner leurs représentations et leurs idées, il y aura des tensions, parce que sinon, c'est la pensée unique qui aurait dominé. Donc, c'est faire avec ces tensions-là, en se disant que voilà, on n'est pas toujours d'accord, et qu'il y a des moments où c'est un qui va plus prendre la décision et des moments plus l'autre, selon les espaces. Parce que ce qu'on cultive en coéducation, c'est la porosité entre les espaces, mais pas la fusion ni la confusion. Donc il y a un moment où c'est moi, ici je suis l'enseignante, et puis cette classe dehors, c'est moi qui l'organise. Et un autre moment dans l'espace familial, c'est le parent qui va donner ses règles. Et l'idée, c'est que si ces adultes se connaissent et se reconnaissent, l'enfant est parfaitement capable de faire avec le fait que les règles ne soient pas tout le temps les mêmes. Donc c'est cette connaissance, reconnaissance, qui à mon avis est la solution, on va dire. Maintenant, ce n'est pas facile. Moi, je dis souvent, la coéducation, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Ce sont des défis qui sont sans cesse renouvelés. Et c'est dans le dialogue qu'on peut y arriver. Après, ce que je pense, c'est qu'on doit chacun apprendre à faire des pas de côté un peu par rapport à nos propres évidences. Il me semble évident que ça, ce n'est pas dangereux. Toi, tu trouves que c'est dangereux. Donc, on va essayer de s'autoriser à se demander comment l'autre pense pour pouvoir essayer de comprendre finalement les représentations de l'autre. Et puis parfois, au-delà de ce chemin de compréhension, on va aussi mettre une limite, parce que parfois il y a une limite à l'acceptable, parce que par exemple un propos raciste n'est pas acceptable, parce qu'une maltraitance d'enfant devant moi n'est pas acceptable. Et donc parfois il va y avoir quelque chose à dire, ah non, là je ne suis pas d'accord, je suis dans le non négociable. Et celui qui est en face de moi peut aussi me dire ça. Ici, je suis dans le non négociable, ici je suis désolée, vous voulez faire sauter mon enfant de cette hauteur, eh bien là c'est non. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on sache aussi faire bouger les curseurs en se disant qu'on a aussi le droit de poser des limites. Et peut-être de l'importance, dans cette perspective, d'accompagner les adultes à connaître, à prendre conscience de leurs propres limites. Tout à fait. Limites affectives et limites éthiques ou limites politiques. Oui, merci. Merci de ces propos rafraîchissants, parce que c'est clair que très clairement, quand on peut imaginer, par exemple, qu'est-ce que je vais partir de cette expérience d'ici, d'aujourd'hui avec vous, clairement, par exemple, j'anime des groupes de parole de mamans, parce que les papas ne viennent pas nécessairement, dont les mamans, pour une bonne part, sont concernés parce que leurs adolescents se battent à l'arme blanche, soit en tant que victimes, soit en tort depuis 4 ans. Ce que je vais sortir, c'est peut-être que la prochaine fois, dans mon groupe de parole, on ne va pas le faire à l'intérieur d'un lieu. On va peut-être réfléchir à le faire à l'extérieur pour voir d'une certaine manière de quelle manière ça pourrait mobiliser la parole. Ce qui est très important sur la question des éléments de valeur, de coéducation, c'est aussi comment faire tiers. C'est-à-dire comment laisser le groupe en tant que tel réfléchir à... Alors, et vous, madame, vous en avez pensé quoi? Et vous, monsieur, vous en avez pensé vous? Et vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que ça vous pose comme difficulté, tel et tel élément? Et donc, d'une certaine manière, de faire circulariser la parole pour que la question des perceptions perceptuelles, c'est-à-dire les positions de chacun ou de chacune, puisse donner lieu à des éléments d'évocation. Et là, d'une certaine manière, on peut faire des groupes de parole avec les parents et les enfants, par exemple sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, ou qu'est-ce qu'on aimerait faire ensemble, ou quels seraient les types d'activités qu'on souhaiterait mettre en œuvre. Donc la question des risques, elle est extrêmement importante, parce que non, je ne vais pas lui donner le couteau, il ne va pas couper le morceau de bois, c'est pas possible, il va se couper, il va se faire mal, quand il est tout petit. Et de quoi s'agit-il dans cette peur? Quelquefois, on peut éventuellement s'interroger sur... est-ce qu'elle a réellement peur ou est-ce qu'elle porte une peur qui lui vient d'ailleurs? Et donc, sur ces éléments-là, d'autres parents, c'est pour ça que la question de la coéducation, c'est la place des professionnels, c'est la place des parents, c'est la place des enfants. C'est d'une certaine manière la question de la qualité, de la réciprocité de la parole. C'est-à-dire laisser une place à chacun. Avec ce que dit Catherine, il y a des choses qui sont inacceptables et sur lesquelles il y a des interdits structurants. Voilà. Et il faut quelquefois les mettre en perspective. Tout à fait, merci beaucoup. Pour conclure, peut-être, avant de laisser la place aux questions et avant de partir en atelier, puisque Catherine et Bruno vous ont préparé un petit quelque chose pour la suite,
on a dans l'association La Fabrique des Communs Pédagogiques un point d'attention très fort sur un concept aujourd'hui qui s'appelle l'enfantisme. Donc cette domination des adultes sur les enfants, on parle aussi d'adultisme à certains niveaux. Et à vous écouter, j'ai l'impression que la coéducation, ça pourrait être un peu, complètement même un levier d'action sur cette domination reconnue par certains qu'ont les adultes sur les enfants, et pour transformer ça par une nouvelle relation, quelque chose. Est-ce que ça vous évoque au terme de cette discussion Oui, ça me fait sourire parce que je pense que nous sommes tous les deux très engagés sur la question des droits de l'enfant. Pour ma part, je suis membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur lequel je suis intervenu assez régulièrement sur ces questions. Non, la place de l'enfant, elle est essentielle, mais elle est essentielle dans la prise en compte aussi de limites. C'est-à-dire, je dis souvent, respecter un enfant, ça n'est pas tout respecter. L'irrespectable n'est pas à respecter. L'irrespectable, il est à travailler. Il est à mettre en œuvre, il est à mettre en discussion et en tension. Et les droits de l'enfant, ça n'est pas l'opposition de l'autorité des parents, ça n'est pas la contradiction. Les droits de l'enfant, c'est de quelle manière on met en œuvre des éléments d'espace de discernement par rapport à ces différentes traversées. Et je suis très attaché sur le fait que si on défend les droits de l'enfant, et notamment la qualité que l'on se doit au niveau de l'enfance, on se doit aussi de défendre la qualité du lien en direction des adultes, qu'ils soient parents ou qu'ils soient professionnels. Voilà. Donc oui, évidemment, ça résonne beaucoup. On sent, il y a des lectures possibles à la librairie de l'événement si certains ont envie de continuer. Catherine, un mot pour... Non, je n'ai rien ajouté. Je me reconnais tout à fait dans ce qu'a dit Bruno. Je préfère donner la parole. On est en passe de devenir la table ronde la plus ponctuelle de l'histoire des rencontres internationales de la classe dehors. Avec plaisir. Oui. Oui, on a le temps, pas de problème. Donc, juste pour dire qu'on avait prévu au départ une forme atelier pour cette table ronde. On est très content aussi d'avoir eu la forme table ronde et avec la captation, etc. Mais si des personnes ont le temps de poursuivre la discussion, on ira quelque part dans l'air pour vous donner plus la parole avec vos expériences. Voilà. Déjà une première prise de parole s'il y a des questions. Si quelqu'un a une question, une remarque, devant. Merci pour cette première question. Je sais que c'est jamais facile. Hop là. Sinon, je peux parler. Bonjour. Merci pour l'intervention. C'était très intéressant. Je me posais la question, en fait, vous parlez souvent des professionnels de l'éducation et des familles, parents. Dans vos projets et dans vos sorties, par exemple avec les classes, est-ce que vous laissez la place aussi aux citoyens et habitants que vous rencontrez, qui ne sont ni professionnels, avec cette casquette en tout cas de se promener dans la rue, voilà, ni professionnels, ni parents forcément, qui peuvent aussi être des co-éducateurs d'une certaine façon. J'aime bien citer, il faut tout un village pour élever un enfant. Les commerçants aussi. Est-ce que ça, vous en parlez aussi vous l'avez en tête? Voilà. Alors, je vais répondre. Oui, merci pour cette remarque. C'est vrai que déjà sur la notion de coéducation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, l'ensemble de ces adultes, ce sont les professionnels ou non. Et on pense bien sûr à la famille élargie, en tout cas dans certaines familles, c'est très important, et même aux voisins et à toutes les personnes qui coéduquent un enfant. Et sur la prise en compte des personnes, je peux vous répondre vraiment par une expérience qui date d'hier. Hier après-midi, j'ai animé dans le cadre des enfants Chante Marseille une classe promenade avec une classe dans les quartiers nord de Marseille. Et en fait, on a emmené les enfants simplement faire le tour du pâté de maison et on a observé avec eux tout ce qu'il y avait, aussi bien le vivant que l'architectural. Et à un moment donné, il y avait 3 jeunes qui étaient là en train d'écouter de la musique. Et en fait, du coup, les enfants, la règle, c'est que les enfants, on pouvait poser toutes les questions qu'ils voulaient. Et ils ont dit, c'est qui eux? On a dit, on va leur demander. Donc, on s'est approché des 3 jeunes et on leur a demandé qui ils étaient. Ils ont dit, on est des anciens élèves de l'école. On était dans cette école quand on était petits. Et donc, ils se sont présentés. Ils ont raconté aux enfants les musiques qu'ils étaient en train d'écouter, etc. Voilà, une belle rencontre. Et puis, un peu plus loin, on est rentré dans le centre social et on a rencontré la directrice du centre social qui s'est présentée aux enfants. Donc, oui, bien sûr, l'humain fait aussi partie. Tout l'ensemble des humains sont tous des coéducateurs et font partie des découvertes que font les enfants. Juste un exemple, une autre vignette
quartier au sein de la ville dans lequel beaucoup de ruptures relationnelles entre les enfants, les ados qui dealent, les adultes, les grands-parents, les seniors, les commerçants, avec un centre commercial qui est en train de dépérir. Et donc très concrètement, les réponses classiques, c'est, mais qu'on peut comprendre, des réponses de nature sécuritaire. Donc comment mettre en œuvre des éléments de lien ? Eh bien, on a choisi de travailler avec une personne qui s'appelle la médiation nomade. Mais en réalité, il ne fait rien. Il vient juste avec un camion. Il y a un camion, il y a des tables, et tout le reste, c'est ce qui surgit. C'est-à-dire de l'éducateur, du gardien d'immeuble, mais du citoyen. Ah, mais j'en ai marre des jeunes qui sont sur l'escalier, et quand je reviens à 21h et qui me disent des choses. Eh bien, on a mis un certain nombre d'éléments de médiation qu'on appelle nomades sur cette expérience-là, et où, d'une certaine manière, un dialogue a pu émerger. Et de ce dialogue émerge aujourd'hui la création d'un lieu qui s'appellera Au Moulin des Minots, qui est un lieu type café des enfants dans lequel il n'y a aucune activité programmée. Il y a juste un café et il ne se fera des choses que ce qu'il surgit. Alors l'association dans laquelle je travaille, on était plutôt une association un peu... beaucoup d'organisations. Et là, très clairement, donc, dans le modèle que je suis le directeur, qui est en train d'être initié, il y a du changement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, c'est l'équipe d'animation ? Non, ça ne va pas être des animateurs. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? On est des animateurs, nous, et tu ne mets pas d'animateurs ? Eh bien non, ça va être des accueillants éducatifs, parce que j'ai aussi un lieu d'accueil enfants-parents que j'ai créé, et les accueillants m'ont dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas avoir 2 accueillants dans ta structure. Nous, on est psychanalyste, psychologue. Donc, il y a toute une tension qui peut être créée. La place du citoyen, si on veut recréer, réenchanter le quotidien, elle est essentielle. Si on construit des éléments de silo, donc nous, on était plutôt dans une construction silo, et là, on est dans horizontal. Voilà. Et je souligne que dans le cadre de l'événement Les Enfants chantent Marseille, la mairie de Marseille a pris une décision très forte sur une proposition de la fabrique des communs pédagogiques. Vous avez peut-être vu passer le petit sticker Marseille à hauteur d'enfant, qui consiste, donc pour les commerçants que vous évoquiez, madame, donc on met ça sur sa vitrine, et quand un enfant voit ça sur une vitrine, il sait qu'il peut demander un verre d'eau, faire pipi, appeler son papa et sa maman dans cet endroit, et que le commerçant est OK. Donc il peut rentrer ou demander de l'aide s'il a un problème. Vous pourrez voir les petits stickers là au stand. C'est tout simple, c'est juste donner une place aux enfants dans la ville, et en fait, c'est un dispositif de coéducation. Benjamin est très content de savoir ça. Complètement. Mais surtout, ce qu'il donne, c'est qu'il repermet, par rapport à la question de l'enfance qui est centrale, de redonner les éléments de confiance aux adultes, quels qu'ils soient. Nous sommes dans une culture de la peur, et nous devons transformer cette culture de la peur dans la culture de la confiance. Et donc, d'une certaine manière, faire de telle sorte que tous les adultes ne sont pas des pédophiles en puissance. Tous les adultes ne sont pas problématiques. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, nous avons à regarder la question de la parentalité dans les transports. Vous êtes une jeune maman, vous avez votre enfant qui crie, qui n'écoute pas, qui fait une séance, et immédiatement, vous avez des regards d'une grande culpabilité d'un certain nombre de personnes qui disent non, ils nous enquiquinent, ou dans le transport, où aujourd'hui on fait des espaces familles. Mais les espaces familles, c'est surtout pour pas enquiquiner les autres qui n'ont surtout pas envie d'avoir des enfants dans leur environnement. Donc il faut véritablement un engagement, et c'est là aussi le sens de l'éducation populaire, c'est recréer des collectifs intelligibles, engagés sur les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire les valeurs d'humanisme. Voilà. Il y a ce grand mouvement des vacances kids free, donc des gens qui payent très très cher pour qu'il n'y ait aucun enfant dans leur périmètre pendant une semaine. Bon bah pas ici, hein, désolé, ça va pas marcher. Est-ce qu'on prend une dernière question, si quelqu'un en a une ? Et madame, bienvenue, merci. Comme ça, oui. Merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé beaucoup de parents qui étaient impliqués dans vos projets. Mais comment ça se passe quand les parents ne s'impliquent pas ? Comment essayer de les amener, par exemple, pour accompagner des classes dehors voilà. Est-ce que vous auriez des éléments pour en fait, les inviter, les engager ? Tu veux dire un mot ? Oui, alors bien sûr, c'est une question qui revient toujours de la part des enseignants. Ça serait un peu long de répondre, mais l'idée quand même, c'est que la coéducation, c'est un système et que ce n'est pas avec une seule action que ça peut marcher. Donc, par exemple, à l'école, moi j'ai l'habitude de dire que la coéducation marche sur 4 piliers qui sont accueillir, informer, dialoguer et impliquer. Et on ne peut pas demander aux parents de s'impliquer s'ils n'ont pas été bien accueillis, s'ils ne sont pas bien informés et s'ils ne savent pas qu'ici ils pourront dialoguer. Et malheureusement, trop souvent,
dans les écoles, on instrumentalise les parents en voulant qu'ils viennent comme accompagnateurs, mais en fait, ils ont l'impression qu'ils sont juste des accompagnateurs et en fait, ils sont des co-éducateurs. Donc, c'est vraiment tout un processus. Et c'est vrai que j'ai pu expérimenter que dans une même école, un enseignant qui pratique la coéducation en tant que système va avoir plein de parents accompagnateurs en faisant plein de sorties, et un autre enseignant qui fait une seule sortie par an, mais qui ne dialogue pas avec les parents, ben, il n'a personne qui vient. C'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est quand même un peu ça. Donc en considérant vraiment les parents comme des coéducateurs, on peut, je pense, et puis en leur donnant aussi le choix de la distance et le choix des entrées, parce qu'ils ont bien le droit aussi de ne pas avoir le temps ou d'avoir envie de faire autre chose ou de ne pas être intéressés par l'accompagnement. Donc s'ils n'accompagnent pas une sortie, peut-être qu'ils peuvent entrer par une autre porte. Voilà, en multipliant vraiment les possibilités de participation des parents, il y a quand même moyen, je pense, de vaincre ces obstacles. Mais par ailleurs, il y a une autre partie de réponse, c'est qu'il y a, c'est quelque chose qui est très documenté en sociologie, de multiples raisons pour lesquelles les parents ne viennent pas à l'école. Ils ont de bonnes raisons de ne pas venir. Et donc c'est aussi essayer de comprendre quelles raisons, quelles sont les peurs symboliques, quels sont les obstacles concrets et symboliques qui font qu'ils ne viennent pas. Voilà, donc ça serait tout un sujet. Merci. Sur la perspective, on retrouve aussi les mêmes problématiques dans le milieu de l'éducation populaire ou dans le milieu de l'animation, où il n'y a pas nécessairement toujours des parents qui y participent. Je pense que ce qui est très attentif, c'est aussi, pour répondre à cette question, c'est l'attention qu'on porte aux parents qui rencontrent des difficultés, quelles qu'elles soient. Quelle attention on porte par rapport aux parents qui peuvent très clairement tangenter quelquefois la question de l'information préoccupante. Ou qui peuvent être dans des pratiques, je dirais, qui ne sont pas nécessairement les pratiques que nous défendons. Par exemple, la question de la gifle ou des violences ordinaires. Ça peut être la question aussi des représentations sociales, la difficulté de s'exprimer par rapport à un collectif de parents. Donc quand je dis comment on porte l'attention, c'est d'une certaine manière, de quelle manière, quand ces modes de prise de parole sont mis en œuvre, les modes de réponse qu'on s'autorise en tant que professionnel. Alors je vais aller très vite, mais quand dans un lieu d'accueil, une maman vient pour nous dire la deuxième fois, la troisième fois, alors qu'elle est soutenue il y a une information préoccupante, il y a l'aide sociale à l'enfance, et qu'elle nous dit « ma fille de 14 ans, je lui ai encore filé une baffe parce que vraiment j'en pouvais plus », est-ce qu'on s'autorise elle nous l'a dit, à ne pas immédiatement ressaisir les modalités judiciaires pour pouvoir de nouveau avoir des problématiques. Donc qu'est-ce qu'on s'autorise en tant que professionnel comme prise de risque? Parce que peut-être est-il intéressant qu'elles soient en capacité de nous le redire et de créer le lien dans la durée et la permanence pour qu'elles puissent évoluer, plutôt que de réintroduire des modes de rupture. Donc là, très clairement, il y a des modalités professionnelles. Je me rappelle un débat, il y a un jour, un débat dans une conférence avec une personnalité, Caroline Eliachef, et puis il y a un monsieur qui ne parle pas très bien, il pose une question, tout le monde rigole. Et tout le monde rigole parce que tout le monde se moque de lui. Et j'avais beaucoup appris ce jour-là quand Caroline Eliachef, l'air de rien, tranquillement, s'adresse à ce monsieur, prend en compte sa question, la reformule différemment en étant respectueux de l'intention qui était en dessous de cette question, et de quelle manière, d'une certaine manière, collectivement, elle nous avait appris ce jour-là, collectivement, que ce monsieur dont on s'était tous moqués était en train de dire quelque chose d'essentiel, avec évidemment peut-être une expression qui était délicate. Eh bien, quand nous avons ce type de posture, l'air de rien, et elle ne l'avait pas fait dans un ton doctoral, vous voyez, l'air de rien, c'est d'autant plus tranquille, comme ça, en toute simplicité, eh bien là, on recrée des actes d'humanité et on recrée du lien, du vivre ensemble et de l'être ensemble, malgré quelquefois des difficultés que l'on peut traverser. Merci beaucoup Bruno. Merci à tous pour votre présence ce matin. On peut poursuivre si ça vous va, la discussion en atelier avec Catherine et Bruno. On est quand même la seule table ronde où il y a une petite fille qui était avec nous. Donc vu le sujet, merci petite fille d'avoir été avec nous, c'était super. Voilà. Les personnes qui sont disponibles pour continuer à discuter, voilà, vous nous dites et puis on fait un petit groupe et on va quelque part on dans va le jardin. trouver un endroit où vous êtes bien et le dire aux gens qui réparent. Merci pour votre présence. Merci beaucoup Bruno, merci Catherine pour votre venue et à bientôt.